Et un long chemin de croix où Hollywood et les spectateurs n'étaient plus en phase sur le genre ne v'là-t-il pas qu'en 1985, une personne va prendre le risque non seulement de faire un western, ce qui n'est plus du tout à la mode et qui enchaîne beat sur beat au cinéma, mais en plus va le faire de façon ultra classique et manichéenne, des héros, des méchants, point barre. C'est Lawrence Kasdan qui va donc écrire ce Silverado et le réaliser en plus, mais avec une énergie telle que le film va en étonner plus d'un et aura, au travers des années, un petit succès d'estime qui n'eut malheureusement pas aussi fort à sa sortie. L'histoire va nous conter celle de 4 aventuriers qui vont devenir amis alors que totalement différents dans leur façon d'être et de vivre et qui vont s'unir pour défendre une petite ville contre les abus d'un riche propriétaire dont le shérif n'est autre que son homme de main. Ils partent à la recherche de leur destinée, que ce soit celle de la revanche ou de l'amour. Une histoire classique, écrite à 4 mains avec son frère Marc et qui prouve que Kasdan sait ce qu'il fait et depuis un moment. En effet, il est producteur, scénariste et réalisateur et va nous donner les films qui restent. Commençons par les scénaristes. Il va écrire Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque d'Irving Keschner, en collaboration avec Clay Brackett. Il va aussi écrire La fièvre au corps avec Kathleen Turner, qui va nous assommer par son érotisme, ainsi que William Hurt par la même occasion, sous une musique superbe de John Barry, et dont il va réaliser ici son premier film. Salut, Cobb. Salut, Paden. Tu vas bien? Il va ensuite écrire Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Bordel de merde, c'est encore pas rien. Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi de Richard Marquand. Puis il va réaliser et écrire Les Copains d'abord, son deuxième film, ce Silverado en suivant, et se prend à la réalisation en continuant sur Voyageur malgré lui, toujours écrit par ses soins, Je t'aime à te tuer, qui va lui bider comme jamais mais l'histoire n'est pas de lui, Grand Canyon en scénar et production, Le Bodyguard de Kevin Costner qu'il avait écrit en 1972 pour Steve McQueen et qui mettra donc 20 ans à arriver. Je cherche des hommes. J'ai décroché. Le superbe Wyatt Earp, écrit et réalisé encore par lui, et va merder sur sa fin, il faut le dire, avec Mumford et Dreamcatcher, comme ses histoires sur Star Wars 7, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams, ou Solo, A Star Wars Story de Ron Howard, donc là on peut dire qu'il s'est un petit peu viandé. Un homme capable donc, et qui va par ses films se constituer un petit groupe d'acteurs qui dans Silverado feront la force du film. Il est vrai que les premiers westerns avaient exalté les passions de ces héros solitaires aux valeurs morales les plus américaines possibles, dont certains réalisateurs en étaient les porte-étendards comme Howard Hawks, John Ford et des pleins des autres que je sais que je les nomme pas mais que sinon ça prendrait des heures, comme cette phrase beaucoup bien trop longue sans aucun sens et bordel, je ne peux plus m'arrêter et c'est même pas français en plus que je suis nul à ça. Bref, de nombreux réalisateurs qui vont peu à peu disparaître avec les années 70, les valeurs de ces films aussi, tombant maintenant dans un pessimisme et un glauque qui va faire du genre celui du film violent, comprenez violence crue, glauque, boueuse, souvent par les westerns italiens et les films de Peckinpah, ou les films plus sombres comme Little Big Man, Butch Cassidy et le Kid, et seul Clint Eastwood semble encore rassemblé sur le genre avec L'Homme des Hautes Plaines, José Welser-Laloy et Oz juste avant ce Silverado, un pâle rider absolu. T'as mon chapeau sur la tête. Qu'est-ce que t'as d'autre à moi? Le film va être tourné au Nouveau-Mexique, dont le décor principal sera réutilisé sur Young Guns, Wyatt Earp, Dernier Recours et plein d'autres, et dont les 47 décors seront construits pour ce film avec 1 million de budget. And we built the largest western town that had ever been built at one time. You know, their old Tucson had been added to over the years. This was a huge set. It's a very popular location, which has now been used probably 100 times in the last 13 years. So, I mean, I'm sure it took a couple of months, let's say, to build it. Probably 3 months, you know. And it snowed a number of times. Sometimes I couldn't go outside. The wind was howling so badly. And we couldn't paint because, you know, the wind was blowing sideways.
C'est vous l'étoile de minuit? Oui, c'est moi, parce que je suis toujours là, mais je ne brille qu'au coucher du soleil. We rigged some of the buildings that we had put up, for example, the Midnight Star Saloon, to be usable as sort of rough and ready sound stages. They were not, in fact, soundproof, but out there, except for the rare plane passing over, we just didn't have a sound problem. J'espère que t'as pas la main sur mon colt à crosse d'ivoire. 45 cascadeurs seront engagés pour les scènes de combat, les acteurs s'entraînent au tir et à l'équitation, ce qui va en plus les lier. Ojala was the gun advisor and quick draw expert. He had been famous since I had been, you know, an 8-year-old. He said, now this is Arvo Ojala. He'll be teaching you fast draw. He's one of the greatest fast draw teachers in the world. And Arvo was a great teacher, but I'm going... What is this Finnish guy doing in the Old West? Well, he taught Paul Newman in the left-handed gun, and he taught Jack Palance. And I remember one day, I mean, he was talking about speed. He said, go for your gun, and I will go for my gun, and I will I'll fire off 2 rounds at you before you even get your gun out of your holster. Klein figured out a way to flip the hat up in the air and catch it with his foot, which was exactly the kind of grace and elegance that Payton needed and shows all the way through. The hat was on the floor, and I did this thing where I kicked it, and it flipped over once, and I caught it and just sort of, it almost landed on my head. And Larry cut it out of the film. I went, oh, come now. I don't think I'm quite that slow. And we squared off, and sure enough, before my hand got to the holster, he had killed me twice. So he was fast. Et à la photo, parce que le cadre compte plus que tout dans un western, c'est John Bailey qui s'y colle, l'homme qui a collaboré avec Paul Schrader sur American Gigolo, La Féline ou Mishima et plein d'autres, et nous donnera les images d'Un jour sans fin d'Ivan Reitman dans La ligne de mire de Wolfgang Petersen et plein d'autres. Laurence Kasdan a donc un désir ardent de revenir au western ainsi que son frère, cela fait trop longtemps pour eux et ils ne vont pas suivre ce qui a été fait dernièrement, non, ils vont revenir aux origines, aux héros propres sur le fond et la forme, et cela n'a rien de négatif. Une tradition américaine, des films aux histoires simples mais aux personnages parfois plus complexes qu'il n'y paraît. Les studios sont réticents et il faut tout le charme de Laurence Kasdan pour les convaincre, d'autant que son premier argument est qu'une génération n'a jamais vu le western et que par ce film, il compte leur offrir ce qui se fait de mieux. Et quand on lui pose la question qui est de savoir quel est pour lui son meilleur western, il répond inlassablement « Les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa ». L'homme a tout compris. J'aime pas voir ce genre de choses dans ma ville. Je vais mettre mon nez là-dedans. Je vais y mettre le mien aussi. Pal Rider et Silverado n'ont certes pas explosé au box-office, mais ne furent pas des échecs non plus. Pour le film d'aujourd'hui, avec son budget de 26 millions de dollars, il va en remporter 32, dont 1 300 000 entrées en France. La vidéo fera le reste. T'as un boulot officiel, toi. Monsieur, tu voudrais pas le croire. T'as raison. Silverado réunit en sa distribution des acteurs jusque-là peu connus qui feront de grandes carrières par la suite, comme Kevin Costner, qui a ce rôle parce que ses scènes dans le film Les copains à bord de Kasdan avaient été coupées au montage et lui avait promis un rôle dans son prochain film. Kevin Kline bien sûr, Jeff Goldblum et un Danny Glover encore tout jeune qui trouvera la gloire bien sûr avec L'Arme Fatale 2 ans après et La couleur pourpre qu'il avait fait pour ce tonton Spielberg. La devise de ma famille est ne rien faire. Même si le film ne commence pas avec lui, ce qui est généralement le cas, le héros du film semble être Paden, superbement interprété par Kevin Kline. L'homme commence sans chapeau, sans cheval, sans habit même, sans armes bien sûr, et va dans les débuts du film, après avoir rencontré Emmett, retrouver le tout avec ses poings et ses balles. Il est un ancien coéquipier de Cobb, le méchant qui veut l'engager, mais leur histoire personnelle empêche cela et surtout, il paye toujours ses dettes. Merci pour le prêt. Je rembourse toujours. Et bordel, où est le chien ? Où est le chien ?
Malgré son air de n'avoir rien à y toucher, il est un homme implacable quand il s'agit de tuer. Kevin Kline est un acteur américain excellent au théâtre et au cinéma et se fera connaître en 1982 en jouant l'amant un peu dingo de Meryl Streep dans Le choix de Sophie d'Alan J. Pakula. Il joue beaucoup avec le réalisateur Laurence Kasdan, comme ici, et va obtenir l'Oscar du meilleur second rôle grâce à sa formidable prestation drôlissime dans Un poisson nommé Vanda de Charles Crichton. Cobb, je n'attends rien de toi. Ne lui en voulez pas, comment lui en vouloir, mais depuis 1989, ce salopard est marié à l'actrice Phoebe Cates, qu'il a rencontrée 7 ans plus tôt sur le tournage du film Les copains d'abord. Bravo à lui. Hervé Vélon lui fait une très belle voix française. Ouvrant le film donc sur une attaque à son encontre dans un cabanon par plusieurs hommes, Emmett Hollis est le pur cow-boy, l'aventurier solitaire, l'homme auquel on a envie de s'identifier. Un homme qui tua le père de McKendrick, qui tient Silverado par les burnes. Emmett et son frère posent problème et eux ne veulent qu'une seule chose, aller en Californie. Ils doivent donc s'unir pour battre McKendrick et le shérif. L'homme qui a perdu ce cheval travaillait pour toi. J'aurais dû m'en douter. Mais tu as changé ta marque, Ethan. Il va devoir subir Tyree qui le piétine avec son cheval et c'est avec Mal qui veut se venger lui aussi, son frère et toute l'équipe que tout va démarrer très vite. C'est le grand Scott Lane qui interprète le personnage, un acteur que je suis après l'avoir remarqué dans le A armes égales de Frankenheimer, aux côtés de Toshiro Mifune, sous la musique de Jerry Goldsmith, l'étoffe des héros bien sûr de Philip Kaufman, où il était parfait en Alan Shepard, puis la claque en Glaken Trismegistus dans le très beau Forteresse Noire de Michael Mann, Man on Fire d'Eli Shouraki, à la poursuite d'Octobre Rouge, parfait là aussi, en commandant Marc Mancuso, comme de suite après Jack Crawford, le chef de Clarice Starling dans Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme, dont vous avez les vidéos sur la chaîne pour presque tous ces titres. Dernièrement, il fut Stick dans la version de Netflix de Daredevil. Étonnamment, c'est Alain Dorval, voix bien connue de Sylvester Stallone qui nous a quittés récemment, qui fait sa voix ici. Une belle terre, n'est-ce pas? Et une belle femme. Anna, jeune femme d'une nouvelle colonie fraîchement arrivée à Silverado, est interprétée par Rosanna Arquette. Elle est mariée à un homme de la colonie mais qui se fera très vite abattre, laissant le champ libre à Paden pour lui conter Fleurette, bien qu'elle semble elle plus intéressée par Emmett. Une histoire qui n'a pu être développée sur ce triangle amoureux à cause de la longueur du film. Oui, beaucoup d'hommes me l'ont dit. C'est peut-être vrai. Alors à son prime sur le film, bien que son rôle ne soit pas des plus développés donc et long à l'écran, c'est le face-à-face avec Madonna dans la comédie Recherche Suzanne désespérément la même année qui va l'imposer à l'écran. Le réalisateur Martin Scorsese la qualifie de meilleure comédienne de sa génération après lui avoir confié le rôle principal de After Hours en 1985, puis 8 millions de façons de mourir de Al Ashby, et malheureusement pour elle fera l'erreur de s'absenter 8 mois d'Hollywood pour aller tourner un film français avec un réalisateur qui a craqué sur elle, mais de quelle actrice il n'est pas tombé en amour, sur le grand bleu, c'est dur à prononcer, réalisé par un Français, Luc B, je crois. Vous ne seriez pas venu me dire au revoir? Vous savez où me trouver? Oui. Elle va suite à cela chercher le circuit des films indépendants et on la retrouvera sur le Pulp Fiction de Quentin Tarantino ou le Crash de David Cronenberg. Mickey Sébastien lui donne une très belle voix. Hey. Jack Hollis est là, en gros, surprise du film. Un jeune chien fou absolument épatant, excellent erreur, qui prend des risques par sa folie de jeunesse, interprété par un jeune talent que l'on va découvrir ici, Kevin Costner. Bon. L'homme est un fan de western, il en a regardé tellement qu'il s'identifie à tous les héros et pense jouer un cow-boy solitaire, droit, sérieux, calme. Pas du tout, on lui file l'inverse. Il est donc le jeune frère d'Emmett qui risque d'être pendu avant que son grand frère ne le sorte de prison en début de film. Emmett. Salut Jack. Emmett. Doublé par Dominique Collignon-Moret en plus, encore une fois parfait, il fait ses débuts dans le genre de prédilection qu'est le western, genre qui fera son succès et ses meilleurs films. Mais c'est 2 ans plus tard que le succès public va le faire exploser sur le grand film de Brian De Palma, Les Incorruptibles, et Le Sens Unique de Roger Donaldson, où il est parfait face à Gene Hackman. Jack, on y va. Il fera de beaux films sur le sport comme Duo à 3 de Ron Shelton, Jusqu'au bout du raid de Phil Alden Robinson,
Tin Cup, toujours de Shelton, ou Pour l'amour du jeu de Sam Raimi, film censuré par Universal, ce qui mettra le Costner en colère avec un ravissant fuck Universal lors d'une conférence de presse. Qu'est-ce qui te prend, Paden? T'as peur que je descende pas les deux types derrière moi? En film, bien sûr, nous avons Le Robin des Bois, Prince des voleurs de Kane Reynolds, très drôle et fou, avec un Alan Rickman parfait, même si pour certains niveaux réalisation, c'est France 3 façon Plus belle la vie, alors que justement non, mais on en reparlera. Suivi du JF4 d'Oliver Stone, Un monde parfait de Clint Eastwood ou Waterworld de Reynolds à nouveau. Côté western, c'est du bonheur, avec sa première réalisation très oscarisée sur Danser avec les loups, Wyatt Earp de Casse-Dents, parfait, Open Range qui réalise parfaitement, puis repartira sur le western moderne avec la série Yellowstone de Taylor Sheridan et son Horizon dernièrement, qui s'est planté un petit peu. Je suis le shérif John Langston. Comme vous l'avez peut-être deviné, je ne suis pas de la région. Le shérif John T. Langston, lâche et peureux, magnifique même s'il n'a que très peu de temps à l'écran, et vachement bien interprété par un John Cleese que l'on adore, ancien Monty Python talentueux. Je veux que tu quittes cette ville. En fait, je veux que tu quittes même ma juridiction. C'est pas juste. Un fumier raciste qui emmerde Danny Glover et qui fait un petit peu trop le malin jusqu'à tomber sur nos héros. Il est rare de le voir dans le rôle d'un connard, et en plus, il fuit, il est très drôle. Aujourd'hui, ma juridiction s'arrête ici. En plus de son groupe humoristique, que ce soit en télévision ou au cinéma, il va nous donner la série L'Hôtel en folie et va coécrire le très bon Un poisson nommé Vanda, où il est fabuleux encore une fois et nommé à l'Oscar du meilleur scénario. Mais les bons citoyens de Turley m'ont accueilli à bras ouverts pour une seule et simple raison. Je maintiens la paix. Il sera aussi Q dans les deux James Bond Le Monde ne suffit pas de Michael Apted et Meurt un autre jour de Lita Maori, dont vous avez les vidéos sur la chaîne, et Nick Cazis en tête dans les Harry Potter. C'est Jean-Claude Montalban qui travaille dessus. C'est un de mes plus vieux amis encore survivants. Traite-le bien. C'était dans mes projets. Qui dit western dit grand méchant, et ce sera ici le shérif Cobb, magnifiquement comme d'habitude, interprété par le méchant que l'on adore, le méchant que l'on voudrait dans toutes les scènes de méchants, le grand Brian Dennehy, méchant iconique, héros iconique, acteur iconique, bref tous les mots en nique, ou presque. Bienvenue au paradis. Ici, il travaille pour McHenrick, emmerde les colons, et doit faire avec Paden pour une vieille histoire dont l'un doit se venger de l'autre. Enfin, on a fait ce qu'il disait, on les a laissés tous les deux. Et il est allé en tôle pour un chien. Second rôle est méchant du cinéma dont il s'est fait une spécialité, ou alors on l'a choisi pour lui. Il aura joué dans Fist de Norman Jewison, puis en 82, son rôle le plus culte du shérif Teasel, méchant parfait du Rambo de Ted Kotcheff que tout le monde se rappelle. Non, Kelly, il va te tuer! Ce sera ensuite Gorky Park de Michael Apted, Walter, superbe extraterrestre dans le cocoon de Ron Howard dont j'avais parlé aussi, FX Effet de choc de Robert Mandel et sa suite de Richard Franklin, magnifique dans Le ventre de l'architecte de Peter Greenaway, superbe en Dennis Mitchum dans Pacte avec un tueur de John Fleet dont j'ai fait la vidéo aussi. Et c'est vraiment un régal, d'autant qu'en plus c'est toujours le très bon et superbe Marc de Géorgie qui lui donne une voix française sublime, habituelle, bref, un bonheur à chaque fois qu'il apparaît à l'écran et un charisme indéniable. Excusez-moi, le shérif, je suis un homme qui aime les jeux honnêtes et qui veut en organiser dans votre ville. À qui faut-il que je m'adresse? Calvin Slick Stanhope est une petite saloperie, un homme de main intelligent qui, sous couvert d'une certaine naïveté, en profite pour tuer de sang-froid sans en avoir l'air. Je viens de voir Jack, il te demande de le retrouver derrière l'église, mais fais gaffe. Merci. C'est un fumier qui trahit tous les héros, dont Mal, qui va se retrouver en tôle et risquer la pendaison pour ses actes. C'est un petit rôle pour Jeff Goldblum ici, puisqu'il n'a pas encore tourné La Mouche de David Cronenberg et n'est connu que sur ses films cultes, comme L'Invasion des profanateurs de Phil Kaufman ainsi que L'étoffe des héros du même réalisateur, Les aventures de Bucker Banzai à travers la 8e dimension de W.D. Richter, dont vous avez fait un grand plaisir en regardant cette vidéo nombreux. Et sa carrière explosera donc après La Mouche. Richard Darbois le double ici, comme souvent, heureusement, et c'est pour ça qu'il ne peut pas doubler Danny Glover. Cobb dit que personne ne sait ce qui t'intéressera le lendemain. Ah bon, il a dit ça? Et là est la tenancière d'un bar à Silverado, aimée de beaucoup, respectée même par les méchants jusqu'à un certain point. C'est la formidable Linda Hunt qui interprète le personnage, connu pour sa performance dans le film L'année de tous les dangers de Peter Weir, où elle interprète un personnage masculin qui lui vaut plusieurs récompenses, dont l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle et des nominations dont le Golden Globe.
Elle sera la Shadow Mapes de David Lynch dans Dune, le proviseur dans Un flic à la maternelle d'Ivan Reitman et jouera le rôle d'Henrietta Etty Lange dans la série NCIS Los Angeles de 2009 à 2023. Malaki Mel Johnson est lui interprété par Danny Glover, un voyageur de couleur mais emmerdé où qu'il aille, viré de la ville par le shérif interprété par John Cleese. Elle est à toi cette terre. Je l'ai payée au gouvernement, ça oui, mais ça ne veut rien dire ici. Malakai. C'est après l'évasion des 3 héros qu'il va se joindre à eux en faisant fuir ceux qui les poursuivent grâce à sa carabine très efficace. Papa. Arrivé à Silverado, il n'a plus de maison, sa mère est décédée, son père est scellé, il est viré de sa ferme et sa sœur travaille en ville comme prostituée, donc rien ne va. C'est Tola Kokui qui le double, Darbois étant sur Goldblum, et l'acteur va commencer tranquillement jusqu'au Witness de Peter Weir, où il va y jouer un homme de main, un vrai flic pourri dont j'avais parlé, et juste après ce Silverado enchaîne sur La couleur pourpre donc de Steven Spielberg, qui le fera remarquer. Tu cherches ça. L'Arme fatale va suivre, réalisé par Richard Donner avec ses 3 suites, Le Predator 2 de Stephen Hawking, Le vol de l'intruder de John Milius et un paquet d'autres films. Regarde qui est là, Tyree. Et dans de petits rôles, nous avons Jeff Fahey qui débute ici au cinéma en adjoint de shérif Tyree, une vraie saloperie. Regardez, Baxter et Olé ont tué ce pauvre Ebb et fauché le coffre avec l'argent. Nous avons Brian James, bien que non crédité en Hobart, qui se fait vite arnaquer par ceux-là même censés le protéger, c'est un colon. On a reçu l'ordre de vous virer tous les deux. Mon fils est en route pour la ville. Alors tu vas devoir partir tout seul. Nous avons Ted White en Hoyt, doublure cascade de John Wayne et Jason dans le 4e opus réalisé par Joseph Zito, ou le con de chasseur dans le Starman de John Carpenter, et ici meurtrier du père de Mal, travaillant pour McKendrick. Nous allons faire une petite mise au point. Je ne voulais pas offrir ta place à Paden sans que tu sois là. Et enfin, nous avons Richard Jenkins, qui débute lui aussi, et qui joue le rôle de Kelly, qui va s'occuper des jeux pour Stella, mais à la botte de Cobb, pas pour très longtemps. Mais de quoi vous voulez parler? Je ne veux plus parler, Kelly. Fous le camp. Vous pouvez pas faire ça. Laurence Kasdan offre ici de petits rôles à des membres de sa famille, sa femme Meg et ses fils Jonathan et Jacob. Laurence Kasdan connaissant ses classiques, il sait qu'à western classique, il faut une musique de western qui ne l'est pas moins. Et quoi de mieux que d'engager un des meilleurs compositeurs hollywoodiens, si sous-coté que c'en est triste, Bruce Broughton. Bruce Broughton created an amazing score for the movie, including a theme which is played constantly at basketball games, football games, and has been for the last 13 years. It's a terrific theme from Silverado. There are 2 real themes, 2 melodies. There's the main Silverado theme, which is used for the town. It's used for their friendship. Every time the guys come together, every time they split apart, the theme is used again. And then the other theme is what I always thought of as the family theme, which was the homesteaders, the kind of warmth of when the brothers meet their family again, that theme is played. Yeah, Larry has said it's a little bit like an opera because it does go over the top. Je crois que je vais l'accompagner jusqu'au bout. J'ai envie de jeter un coup d'œil sur leur terre avant d'aller à Silverado. Le compositeur de Young Sherlock Holmes va s'en donner à cœur joie ici, où l'on reconnaît bien son style parfait aux orchestrations qui ne le sont pas moins, tout en citant de nombreuses musiques de grands classiques du genre, mais à sa façon. Cela va nous donner le meilleur cocktail qui soit, sans aucun temps mort, 80 minutes de musique qui vont passer comme une lettre à la poste, ce qui, je vous l'accorde, est une expression de vieux. Dès le prologue qui va aller sur le main title, c'est le sublime, le classique, le j'envoie du lourd dès le départ, avec le thème absolu où cuivre, percussion, cordes et triangles sur l'ouverture d'un paysage de vrai western à l'américaine. Une belle mélodie qui reste en tête, parfaite, dont de puissants intermèdes dramatiques nous laissent absolument impressionnés par la somme de travail ici écrite. De l'action, du suspense et des moments pour souffler jusqu'au final
plus tragique qu'héroïque, un film sur les personnages gentils ou méchants qui imposent une musique finalement très humaine, où nos 4 héros qui se battent ici pour une noble cause et défendent la justice et les opprimés, à la manière de John Wayne finalement, ou comme seules armes leur colt, leur fusil et leur détermination. Silverado est une étape importante pour le compositeur qui va y démontrer son savoir-faire alors qu'il débute à se faire connaître. Il va donc nous donner ce qui reste une des partitions les plus folles et les plus solides qu'il aura écrites, qui plonge à 2 pattes et 2 mains dans le pur symphonique. Vous vous rappelez le truc qu'on ne fait plus aujourd'hui, dont l'essence même de la musique raconte les chevauchées des héros de l'époque de l'âge d'or. Les fans de musique de film de l'époque se jetteront sur l'album Geffen à sa sortie et seront aux anges avec la sortie de l'album chez Intrada en CD pour enfin avoir en 2005 le double CD, toujours chez Intrada, qui nous comblera avec seulement 20 ans de retard. Si vous aimez les orchestrations accomplies et étoffées, riches en notes, thèmes et morceaux de bravoure dont les audiophiles raffolent, achetez ce CD. Si vous le trouvez. Tout le futur de Bruce Watton est là, orchestre, orchestre et orchestre, dont les changements viendront de styles de film, comme ici avec des percussions martiales, des motifs sombres et dramatiques, comme sur la mort d'Ezra. Et plus l'histoire avance, moins elle est héroïque pour foncer dans le drame et la tragédie. Entre action, thriller et bravoure, la musique de Silverado se doit d'être dans les CD Tech pour écouter comment un compositeur arrive à développer une musique en changeant l'essence à mesure que le film se déroule. Un score important pour Bruce Watton, le film et les béophiles qui va en plus faire un doublé la même année avec justement son Young Sherlock Holmes, son chef-d'œuvre. Il semble alors inarrêtable, mais restera un compositeur de l'oubli, peu demandé malheureusement et aujourd'hui complètement oublié. Il reviendra sur le western avec le Tombstone de George Pancosmatos, énorme partition là aussi. Malheureusement pour beaucoup de critiques alors, qui dit western classique, dit western classique, et donc pour eux une copie de film déjà vu, outrancier, voire parodique. Et pourtant que le film est beau, bien tourné, et loin d'être drôle malgré lui. Kasdan sortant des Star Wars en a marre d'entendre partout que la science-fiction a remplacé les westerns. Bien que pas faux, il pense quand même que le genre n'est pas mort. Effectivement, même si tous les poncifs et les clichés du western sont pourtant là, ce n'est jamais au détriment du spectateur et du spectaculaire. Des décors à la musique en passant par des personnages que l'on adore et que l'on adore détester quand il s'agit des méchants, Silverado est calibré, certes, mais fait montre d'un savoir-faire jubilatoire. Une mythologie du western concentrée en un film de 2h20 qui passe, ouais non je l'ai déjà dit comme une lettre à la poste, au service du public, mais pas de la critique. D'ailleurs au fil du temps, Silverado remporte les suffrages d'un film réussi. Avec le temps, on le sait, il faut aussi du temps pour que les films vieillissent bien. Ici donc c'est du traditionnel et c'est rafraîchissant vu la morosité ambiante sur le genre, un temps où les valeurs morales n'ont plus cours. Étonnamment, c'est Taylor Sheridan qui aujourd'hui va tenir les rênes de ce renouveau du western, qu'il soit moderne sur Yellowstone ou d'époque comme sa série, son chef-d'œuvre, 1883, une série phare dont je ne me remettrai jamais sans concession et dont les personnages sont le centre d'intérêt de cette conquête de l'Ouest. Casser le moule pour aller dans le glauque, c'est bien, ça change, mais oubliez justement cet art classique et qui nous montre des héros tels que l'on veut les voir aussi, et le principal même de ce film, et en multipliant les héros se lance dans la définition des personnages différents dont l'empathie nous entraîne jusqu'au final réjouissant. Tu parles d'un gâchis. Les pionniers, les grands espaces, la musique, les héros, les salauds et leur code d'honneur, c'est aussi ça le western. Et Silverado, en remettant tout ça à l'écran, nous donne un bon coup de fouet nostalgique, un western de notre enfance, mais rythmé et moderne, dans son approche technique en tout cas, un risque aussi, mais une transmission importante pour tous et toutes, si le genre vous intéresse. Ça aurait pu être un très bon coup pour nous. Oui.
Tout y est, ce que l'on veut voir, des fermiers emmerdés au duel obligatoire, de l'évasion de prison à la chevauchée magnifique, Silverado est beau, un scope lumineux où l'ombre des grands réalisateurs comme John Ford, John Sturges, Howard Hawks, Anthony Mann et même Sergio Leone plane sur le film de façon assumée. Au revoir, Cobb. Au revoir, Paden. Beaucoup de personnages plus ou moins importants malgré leur qualité d'acting, mais l'on s'en fout. Le spectacle est là, réussi comme le retour promis avec ce nombre de personnages à l'écran. Tout est compréhensible, propre, une narration parfaite et qui fonctionne grâce au charisme de chaque acteur, tous impeccables et formidablement choisis. Une suite était prévue, mais le cœur n'y était plus puisque c'était 5 ans après. C'est un 6/6 pour un western classique sans que ce soit un vilain mot. Oui, parfois, pas sombrer dans le glauque et le sale peut donner aussi un beau et un bon film. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives inédits. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye. On viendra!